On a souvent l'impression que le sol sous nos pieds est stable, immuable. Et pourtant, notre planète est constamment sculptée par des forces absolument colossales. Des forces si puissantes qu'elles peuvent plier la roche comme du métal, la briser net, mais qui agissent sur des millions d'années dans un ralenti quasi imperceptible. Alors, la surface de la Terre est-elle vraiment fixe? Eh bien, la réponse, c'est un non catégorique. La croûte terrestre, en réalité, c'est un gigantesque puzzle en mouvement constant. Mais qu'est-ce qui peut bien être le moteur d'un changement aussi énorme et perpétuel? Pour comprendre, il faut plonger au cœur de la Terre. Tout commence là, sous une pression inimaginable. C'est cette force invisible que les géologues nomment la contrainte, qui est le point de départ de toute cette histoire. Et quand les roches sont soumises à une telle contrainte, elles n'ont pas le choix, elles doivent réagir. C'est ce processus qu'on appelle la déformation tectonique. C'est en quelque sorte la façon qu'a la Terre de relâcher toute cette tension accumulée. Et face à cette pression, la roche a en gros deux options. Soit la contrainte est trop forte, trop rapide, et la roche, eh bien, elle casse. Ça, c'est ce qui crée les failles. Soit dans d'autres conditions, elle se montre plus souple, elle plie sans rompre, et ça forme des plis. Casser ou plier, voilà les deux grandes réactions qui façonnent nos paysages. Commençons par le scénario le plus brutal, la rupture. Que se passe-t-il quand la pression monte, jusqu'à devenir insoutenable? La roche cède. C'est là qu'on entre dans le monde des failles. Attention, une faille, ce n'est pas juste une fissure. Le mot-clé ici, c'est déplacement. Il ne s'agit pas seulement d'une cassure, mais bien de deux blocs de roche qui bougent, qui glissent, l'un par rapport à l'autre le long de cette fracture. Et bien sûr, la façon dont la roche se brise ne doit rien au hasard. Tout dépend de la direction de la force qui s'applique. On distingue trois grands types de contraintes: l'étirement, la compression et le cisaillement. Premier cas de figure, l'extension. C'est comme si on tirait sur la croûte terrestre de chaque côté. La roche s'étire, s'amincit, et à un moment, elle craque. C'est ce qu'on appelle une faille normale. Un des blocs s'affaisse et glisse vers le bas par rapport à l'autre. Maintenant, le scénario opposé, la compression. Là, au lieu de tirer, on pousse, on écrase la croûte. Les blocs sont poussés l'un contre l'autre avec une force phénoménale. Forcément, l'un des deux finit par grimper sur l'autre. Ça, c'est la faille inverse. C'est le mécanisme exact qui est à l'origine de nos plus grandes chaînes de montagnes. Et enfin, le troisième type de contrainte, le cisaillement. Ici, les blocs ne montent ni ne descendent. Non, ils coulissent horizontalement, l'un à côté de l'autre, comme deux voitures qui se frôlent. L'exemple le plus célèbre, c'est bien sûr la faille de San Andreas, en Californie. C'est une faille de décrochement. Ok, donc la roche peut casser. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Parfois, elle fait preuve d'une souplesse étonnante. Alors que se passe-t-il quand, sous la pression, la roche décide de plier plutôt que de rompre? On va explorer maintenant le monde fascinant des plis. Dans certaines conditions, notamment de forte pression et de haute température, les roches peuvent se comporter de manière ductile, c'est-à-dire qu'elles deviennent assez malléables pour se courber et se tordre sans se casser, un peu comme de la pâte à modeler qu'on presse lentement. Et quand la roche plie, elle forme principalement deux types de structures. D'un côté, l'anticlinal, qui est une arche, une courbure vers le haut, un bon truc pour s'en souvenir, la forme du A de anticlinal, et de l'autre, le synclinal, qui est un creux, une cuvette, pensez à un sourire. Rapidement, juste pour savoir de quoi on parle, un pli a sa propre anatomie. Le point où la courbure est la plus forte, c'est la charnière. Les deux côtés du pli, ce sont les flancs. Et le plan imaginaire qui coupe le pli en deux parties symétriques, c'est le plan axial. Voilà, c'est tout simple. Bien, on a maintenant les pièces de notre puzzle. Les failles quand ça casse et les plis quand ça plie. Il est temps de prendre un peu de hauteur et de voir comment tout ça s'imbrique dans le grand schéma de la tectonique des plaques. Et c'est là que la magie opère, que tout s'éclaire. Parce que rien de tout ça n'arrive par hasard. Chaque faille, chaque pli qu'on observe à la surface de la Terre est une conséquence directe, une cicatrice, de la danse incessante des plaques lithosphériques. La logique est vraiment implacable. Là où les plaques s'écartent l'une de l'autre, c'est-à-dire aux frontières divergentes, la croûte est étirée. Résultat, des failles normales. À l'inverse, là où les plaques se rentrent dedans, aux frontières convergentes, la compression est maximale. Et là, on a droit à quoi? À des plis spectaculaires et à des failles inverses. C'est une relation de cause à effet direct. Alors, au final, quelle est la grande leçon à retenir de tout ça? Quel est le message que notre planète en perpétuel mouvement nous envoie? L'idée essentielle, c'est celle-ci. Tout part des contraintes générées par le mouvement des plaques.
Et ces contraintes ne peuvent aboutir qu'à deux choses. Soit la roche casse, créant des failles, soit elle plie, formant des plis. C'est ce balai géologique qui se joue sur des échelles de temps qui nous dépassent, qui a sculpté absolument tous les paysages qui nous entourent. La prochaine fois qu'on se retrouve face à une chaîne de montagnes ou qu'on traverse une vallée, il faudra s'en souvenir. Ce n'est pas un décor inerte qu'on observe, mais bien l'empreinte figée d'une bataille colossale et silencieuse entre les forces de la Terre. Le sol sous nos pieds est bien plus vivant qu'il n'y paraît. N'est-ce pas fascinant ?